je vais bien sûr me présenter, mais avant de me présenter, Florent va également se présenter. Et je vous présente également Aurélia et Adrien. Aurélia et Adrien sont des personnes qui sont tout à la fin de leur parcours professionnel. Donc je disais qu'ils sont à la fin de leur parcours pour devenir professionnels en communication animale. Il y a des personnes qui font ce parcours uniquement parce qu'ils ont envie d'approfondir après un stage d'initiation, parce qu'ils ont envie de s'enrichir. On a des personnes, la plus jeune à 22 ans et la plus âgée à 97 ans. Donc vous voyez qu'on parle de professionnels, mais ce n'est pas toujours le cas. En ce qui me concerne, je communique avec les animaux depuis toute petite. Et ça n'a rien d'extraordinaire parce que tout le monde le fait. Ça veut dire que chacun d'entre vous, quand vous étiez enfant, vous avez forcément entendu les animaux. Vous en avez peut-être même parlé à des humains autour de vous qui vous ont dit « mais n'importe quoi, tais-toi, c'est pas possible, les animaux ne parlent pas ». Et puis petit à petit, ce qui se passe, c'est que l'être humain se laisse conditionner par l'extérieur et puis on coupe. Donc c'est extrêmement important de démarrer la conférence en vous disant que je n'ai pas de don. Florent n'a pas de don, Adrien n'a pas de don. Elle est où? Aurélia. Parce qu'on peut la faire disparaître aussi. On a des dons, hein. Ouais, c'est ça. Aurélia n'a pas de don. Tout le monde peut communiquer par télépathie. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on vient au monde, on communique comme ça avec nos parents quand on est bébé. Ça ne veut pas dire que nos parents comprennent. Donc, en ce qui me concerne, donc je me suis rendu compte que je communiquais avec les animaux parce que je l'ai dit. Et puis à force de le dire, un jour, comme je vivais à la fois en ville et à la campagne, ils ont voulu fêter mon arrivée. En arrivant à la campagne, on avait plein d'animaux. Et ils ont pris mon coq, qui était considéré comme agressif, que j'adorais. Et puis, j'ai encore la boule dans la gorge, hein, pour vous dire. Et puis, ils ont voulu le passer à la casserole, en pensant que ça allait me faire plaisir. Et puis, vous savez, les humains, quand ils sont adultes, ils ne font pas trop attention aux interactions des enfants, même avec des animaux, donc ils ne s'étaient même pas rendus compte de la relation. Et je leur ai dit, non, non, surtout, n'y touchez pas, parce que moi, j'entends ce qu'il dit, j'ai discuté avec lui, et là, bien sûr, ils ont un peu pété les plombs, hein, ce jour-là, en disant, tu communiques avec les poules, les lapins, t'entends ce que dit le coq, t'entends ce que dit Fifi, la chienne. On l'a perdu, et ils m'ont dit un mot, tais-toi. Et quand ils m'ont dit tais-toi, à l'âge de 8 ans, je l'ai pris au premier degré. Et effectivement, je me suis tue jusqu'à l'adolescence. Donc ça m'a permis de préserver un certain nombre de choses. Donc, je m'en suis rendu compte plus tard. Et donc la télépathie est restée intacte et je fonctionnais uniquement comme ça, avec des interactions qui étaient extrêmement silencieuses. Vous avez fait de l'autisme? On peut dire un peu, ouais. En tout cas, ça présente de nombreux avantages aussi. Hein. Et aujourd'hui, tout va très bien. J'ai retrouvé la parole, vous allez voir. Alors, j'ai retrouvé la parole, par contre, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure de la conférence, et Florent, quand il s'en rend compte, il intervient à chaque fois, parce qu'il y a des moments où je bug au niveau du langage, parce que parler, c'est super fatigant. Et il y a un moment donné où, franchement, par télépathie, c'est tellement plus facile, tellement plus simple, tellement plus fluide, parce que oui, même certains médecins et vétérinaires qui viennent se reconnecter à la télépathie, en fait, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est d'une facilité déconcertante. Ensuite, plus tard, j'ai continué à communiquer avec les animaux, évidemment. J'ai fait des séances pour des humains à droite à gauche. Et puis un jour, je me suis fait engueuler par les animaux. Et ils m'ont dit, maintenant, c'est super de faire des séances, mais nous, on a besoin de s'exprimer au quotidien. On a besoin d'être entendu tous les jours. Et c'est comme ça qu'il y a maintenant une quinzaine d'années, ils m'ont dit, ce serait bien que tu transmettes. Et là, j'ai eu un grand moment de solitude, parce que transmettre quelque chose quand on ne sait pas comment on fait, ça demande beaucoup d'observation, beaucoup de réflexion. Et donc, j'ai observé pendant une année comment je faisais. Et comme je suis aussi sophrologue et que je suis aussi formée à différents métiers que les animaux, tels que comportementaliste animalier, médiation animale, et puis il y a une chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est comment fonctionne le cerveau humain. Parce que quand on sait comment fonctionne le cerveau humain, on sait comment rebrancher en fait la télépathie et comment faire derrière pour que l'humain puisse en 48 heures entendre ce que disent les animaux et interagir. Je ne rentre pas trop dans les détails, je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais le faire tout à l'heure et que je suis capable de vous parler pendant 2 heures sans m'arrêter et que Florent, au bout d'un moment, il me dit je peux peut-être me présenter au bout d'1 heure et demie, je peux peut-être... Quelle utile. Merci. À toi. Tu as fini ta phrase? J'ai fini ma phrase. Ouais.
Non. Alors, donc ce stage d'initiation, je vais vous en parler après aussi. Et puis après, quelques années plus tard, il y a des personnes que l'on a formées qui nous ont dit, comme Adrien, comme Aurélia, sauf que ce n'était pas eux, qui nous ont dit on voudrait aller plus loin, on voudrait pouvoir pratiquer avec toi, on voudrait, pourquoi pas, en faire un métier. Et là, à nouveau, j'ai observé pendant un an quelles sont les compétences en tant qu'être humain dont on a besoin pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas passer pour des allumés, parce qu'on n'est pas des allumés quand on communique avec les animaux, pour faire les choses correctement et traduire fidèlement ce que disent les animaux sans interpréter. Et c'est comme ça qu'est né tout un parcours qui dure 2 ans et dont on vous parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis Florent, je suis le mari de Shaina. Alors moi je suis le prototype de la personne déconnectée, mais complètement déconnectée à la télépathie. C'était pas du tout mon métier d'origine, mon activité d'origine, puisque je dirigeais des entreprises dans la finance. Donc absolument rien à voir. Les fameux cartésiens qui ne croient pas à la télépathie, j'en faisais partie. Et puis vous avez des tests qui vous arrivent dans la vie. Et puis à un moment, le médecin vous dit il faut changer de voie. Et puis voyant Shaina faire, je me suis dit tiens c'est intéressant. Et comme tous ceux qui ont fait les stages d'initiation, j'ai aussi fait cette formation-là jusqu'à la fin du parcours professionnel. Et je suis là pour témoigner que ce n'est pas du tout un don, effectivement, de pouvoir communiquer avec les animaux. Alors les premiers jours, effectivement, le premier jour du stage, on peut arriver avec plein de doutes, on peut être sceptique sur notre capacité à pouvoir faire de la télépathie. Et pourtant, vous en faites tous au quotidien, tous, sans exception. Quand vous décrochez votre téléphone et que la personne en face de vous, au bout du fil, vous dit tiens, j'allais t'appeler, c'est parce que vous avez émis une pensée et qu'elle a été reçue de façon télépathique. Et ça, on le fait de façon très fréquente, et donc on le fait bien évidemment à distance, il n'y a plus de notion de distance. Et puis aujourd'hui, maintenant, c'est mon métier d'être conférencier également, de former en compagnie de Shaina. Et tout simplement, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand on met un pied dans la télépathie animale, on ouvre des portes qui sont juste immenses et qu'on n'imagine pas tout ce qu'on peut découvrir. Moi, j'ai ma maman qui perd la mémoire derrière la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, c'est tout juste si elle me reconnaît. Et pour autant, tous les jours, même à distance, je peux communiquer avec elle par télépathie, ce qui l'apaise, ce qui permet aussi de faire passer des messages qui sont extrêmement forts. Et puis de dire des choses qu'on ne s'est jamais dit, parce qu'on n'a jamais osé se les dire, parce qu'on était enfermé derrière nos croyances ou derrière nos peurs. Et ça change complètement la donne en fait. Et au travers de ces animaux qui nous passent des messages qui sont juste exceptionnels, qui sont toujours dans la bienveillance, dans le non-jugement, on va vous en parler, on ne peut pas dissocier la relation humain-animaux et de la relation humain-humain. Voilà, donc je vais juste repasser la parole à Shaina, puis à tout moment j'essaierai d'intervenir en lui mettant des petits... Alors, ce que je propose, c'est qu'on découpe la conférence en plusieurs parties. La première partie, là, on va vous parler de qui sont les animaux, de ce qu'est la télépathie, on va vous donner un certain nombre d'informations. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, parce que si vous ne les posez pas au fur et à mesure, l'être humain, il oublie. Donc je vous propose de juste faire ça, et puis je ne vais pas m'arrêter en plein milieu d'une phrase, mais à chaque fois, on va pouvoir interagir ensemble. Deuxième partie, on va faire un tirage au sort pour qu'on puisse vous offrir des mini-communications avec vos animaux. Donc, vous avez normalement apporté une photo avec au dos des informations, et on va pouvoir se répartir tous les 4, puisque tous les 4, on va pouvoir faire chacun au moins une communication. Et troisième partie de la conférence, on fera un deuxième tirage au sort pour que vous puissiez gagner le livre qui est sorti au mois de mars 2022, qui est super, vraiment super intéressant. Je l'ai lu quelques fois, toi aussi, hein. Et en fait, il est intéressant à plusieurs titres, c'est qu'il parle communication animale, il replace également qui sont les animaux par rapport à l'histoire de la relation de l'humain avec les animaux, dans toute l'humanité, jusqu'à l'intervention d'un certain Descartes, mais je vous laisserai le découvrir, qui a mis bien le bazar dans la relation entre les humains et les animaux. Et puis vous avez également de nombreux exemples de communication, aussi bien avec des animaux sauvages que des animaux domestiques. Donc ça, c'est l'introduction pour vous parler des animaux domestiques. Les animaux domestiques, par définition, ils vivent avec un ou des êtres humains. Et c'est ce qui change tout par rapport aux animaux sauvages.
Quand on communique avec un animal domestique, son sujet préféré, ça va être le ou les humains avec lesquels il vit. Ça veut dire qu'ils peuvent raconter des choses très personnelles. Ils ont accès à des informations même avant d'être avec ces humains-là dans ce foyer-là. Donc ça veut dire que quand ils racontent des choses, c'est très important que l'humain soit prêt à entendre ce que l'animal va dire, mais pas seulement l'humain qui croit être en relation uniquement avec cet animal, mais tous les humains du foyer. Donc tout le monde doit répondre à cette question. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire la communication? Est-ce que vous êtes prêt à entendre tous les messages, même s'ils sont intrusifs dans votre vie? Et la troisième question, c'est est-ce que vous êtes prêt à mettre en place tout ce que va demander votre animal? Alors ça, je vous la pose parce que toutes les personnes qui vont être tirées au sort, si vous n'êtes pas OK avec ça, ben forcément, on ne peut pas demander à l'animal de s'exprimer et que derrière, il ne se passe rien. Pourquoi on ne peut pas? Simplement parce que les animaux nous demandent de passer à l'action. Et ces actions, elles nous concernent nous et eux. Donc bien sûr qu'ils vont parler d'eux. Bien sûr que si on leur donne des croquettes qui sont juste insupportables, ils vont dire moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ils peuvent également dire j'ai souvent soif. Ils peuvent dire des choses de leur quotidien. Mais ce qui les intéresse vraiment, c'est leur relation avec les êtres humains. Derrière, il se joue quelque chose de beaucoup plus grand que ce que je suis en train de vous dire en réalité. Ce qui se joue, c'est que les animaux ne sont jamais là par hasard dans un foyer. S'ils n'ont pas envie d'être dans ce foyer, ils n'y sont pas. C'est très simple. Une fois qu'ils y sont, ils vont être... Alors, le mot mission, attention, c'est un mot qui peut être galvaudé. Le mot mission, ça veut dire qu'ils sont là pour réaliser quelque chose avec un des êtres humains du foyer. Ils aiment tous les êtres humains de la même manière. Les animaux nous aiment de manière inconditionnelle. Ça veut dire qu'ils nous aiment sans condition. C'est pas je t'aime chérie si tu sors la poubelle. C'est pas très romantique. Et c'est pourtant ce qui se passe. Donc, en fait, les animaux, quand je dis qu'ils nous aiment de manière inconditionnelle, ça veut dire que quoi qu'il se passe, ils aiment tous les membres du foyer. Même s'ils ne sont pas en accord avec certaines choses. Même si physiquement, il y a des moments donnés, il y a des humains qui peuvent brutaliser des animaux. Ils vont quand même aimer. Derrière, ils peuvent développer un comportement qui va être considéré comme un comportement inadapté. Je prends un exemple, un chat qui va faire pipi au milieu du salon. Donc quand on communique avec lui, on ne va pas lui demander pourquoi tu fais pipi au milieu du salon. On va d'abord écouter tout ce qu'il a besoin d'exprimer spontanément. Parce qu'on ne va rien induire auprès d'un animal et on va surtout arrêter de lui imposer des choses sans lui demander son avis. C'est le but de la communication, vous êtes d'accord? Y compris avec les êtres humains. Donc on ne va plus raisonner à la place de l'autre et surtout pas à la place de l'animal. Vous savez, quand vous voyez, dans votre tête, vous avez vos animaux là peut-être? Oui. Vous voyez la tête qu'ils ont. Et vous vous dites, de toute façon, il ne lui manque que la parole. Et bien celle-là, elle existe. Donc ça ne va pas être une parole avec des mots, ça va être une toute autre parole. Et c'est là où intervient, j'ai envie de dire, une difficulté, c'est que quand on apprend à communiquer avec eux par télépathie, on reçoit des informations, on va les traduire fidèlement, parce que ça c'est ce que vous apprenez dès le stage d'initiation, et j'insiste, hein, traduire fidèlement ce que dit l'animal sans interpréter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très facile. Très très facile de dire votre chat il m'a dit que ça, et de mettre l'humain dans l'émotionnel. Dès qu'on a un humain dans l'émotionnel, on peut raconter n'importe quoi. Sauf que le but, c'est d'écouter les besoins de l'animal. Parce que derrière, s'il n'est pas écouté jusqu'au bout et s'il ne se passe rien, il peut développer un comportement inadapté, comme je vous le disais. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Tu veux dire quelque chose? Oui. Je voulais juste dire, une séance de communication animale, ça dure entre 1h30 et 2 heures. Toute la première partie de la communication, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure d'écoute sans lui poser aucune question. Les humains, ils arrivent avec plein de questions d'humains. Est-ce qu'il m'aime? Comment il va? Pourquoi il a mal à la patte droite? Est-ce qu'il est content quand on part le week-end? Plein de questions de type d'humain. Lui, l'animal, dans une séance, qu'est-ce qu'il souhaite? C'est juste s'exprimer sur ce qui est le plus important pour lui, et notamment sa mission. Parce que quand on a un animal qui arrive à la maison, mais qui peut avoir, qui vit depuis 10 ans dans la maison, et que d'un seul coup on lui dit tu vas pouvoir t'exprimer,
il n'a pas envie forcément qu'on lui pose des questions. Il a juste envie de s'exprimer sur quelque chose de profond. Et il va nous expliquer pourquoi il est arrivé, avec qui il est en mission, et il peut aller jusqu'à des choses qui sont très importantes et très profondes, puisqu'il a accès à l'inconscient de l'humain. Sauf que l'humain, lui, il a accès qu'à son conscient. Donc, forcément, on va passer du temps avec lui pour lui faire entendre les choses, pour que ce soit entendu, et qu'ensuite il les mette en place. Et l'animal, il va avoir... Communication. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux, mais enfin. Les animaux sont super. Vous savez, quand on fait un stage, on a l'habitude de dire il y a un avant-stage et un après-stage. Et les personnes qui nous disent au début oui, ben moi je ne supporte pas les araignées ou les fourmis, ben, quand on les voit à la sortie du stage, ben, on détourne les passages puisqu'on ne les écrase plus. Parce qu'on sait qu'on peut communiquer avec eux. Voilà. Et donc, si je reviens sur ces séances, dans une deuxième partie, on va pouvoir poser toutes les questions. Mais dans cette première partie, l'animal il va s'exprimer sur des choses qui sont profondes, qui sont en lien avec l'humain, et que dont l'humain n'a pas forcément conscience, tout simplement parce qu'il est englué dans son présent terrestre, et qu'il est la tête dans le guidon. Donc il ne voit pas certaines choses. Et l'animal, lui, décide de venir en mission pour dire, ben voilà, moi je vais t'aider sur ce chemin-là. Alors on ne les met pas sur un piédestal, on dit simplement qu'entre les humains et les animaux, à un moment donné, il y a une interaction et une égalité, et un processus en fait où ils se renvoient chacun le bien-être pour chacun. Alors les missions sont assez vastes, hein, on peut effectivement les évoquer, mais ça va de l'accompagnement, parce qu'on a par exemple une personne âgée seule avec l'animal pour lui apporter un peu de soutien, ça peut être de la joie, ça peut être plein de situations de ce type-là, mais ça peut être aussi prendre partiellement ou totalement la maladie de l'humain. Et c'est pour ça que l'on voit des animaux qui développent certaines pathologies, mais qui ne sont pas forcément des pathologies qui existent en milieu naturel, mais qui sont des pathologies humaines, type diabète, problèmes neurologiques, type cancer, et l'animal décide de le prendre, mais encore une fois sans aucune culpabilité, parce que c'est l'animal qui décide de le faire. Et derrière, il y a une cause émotionnelle que l'humain se doit d'entendre, et que nous, communicateurs animaliers, on va faire entendre au travers de l'humain, en traduisant fidèlement, sans interpréter. Et c'est toute la valorisation de notre métier, c'est de pouvoir traduire fidèlement les choses pour que ce soit entendu par l'humain. Et là, l'animal, il est aux anges. Voilà. En fait, aujourd'hui, on est à Nice. Donc moi, je suis originaire de Nice, donc je suis contente de venir. Mais on habite aujourd'hui dans le Var, à Sainte-Maxime. Pourquoi est-ce qu'on vient jusqu'ici pour vous voir? Pourquoi est-ce qu'on fait des conférences à Toulouse? Pourquoi on fait des conférences à Biarritz? Pourquoi on fait des conférences très très loin de chez nous aussi? Simplement parce que, et je vais dire moi, ce qui m'anime depuis toujours, c'est qu'on donne leur vraie place aux animaux dans le monde. Donc là, on va parler des animaux domestiques. Quand vous savez ce qu'ils peuvent nous transmettre comme message, vous ne pouvez plus vivre avec eux de la même manière. Vous allez avoir un échange qui va être tellement plus profond, tellement différent. Vous ne pouvez plus dire c'est mon chien, c'est mon chat de cette manière-là. Parce que vous le ressentez en fait à l'intérieur de vous. Et vous allez recevoir au fur et à mesure plein de messages. Et puis ça devient une relation d'égal à égal. Et pour les animaux sauvages, en fait, c'est la même chose. Simplement, on ne va pas avoir forcément les mêmes échanges, puisqu'ils peuvent nous parler de nous, parce qu'ils peuvent avoir accès, mais il va y avoir plein d'autres sujets qui vont arriver. Et ensuite, il y a également des animaux qui sont des animaux d'élevage, dont on ne peut pas ne pas en parler. Aujourd'hui, on est dans un monde industriel. Et dans le monde industriel, ça veut dire, quand on dit industriel, ça veut dire que tout va très très vite. Et quand tout va très très vite, on augmente les élevages pour pouvoir avoir de plus en plus d'animaux qui vont être maintenus dans des conditions extrêmement difficiles à vivre. Et puis, une fois qu'ils ont vécu de cette manière-là, on va les emmener dans des abattoirs, mais toujours pareil à la chaîne. Et puis, je vais jusqu'au bout. Je peux? Oui, bien sûr. Oui. Je ne sais pas quel âge tu as. Tu as quel âge? 11 ans. Ok. Je ressens que je peux aller jusqu'au bout.
Ça va tellement vite quand les animaux arrivent que certains peuvent même être découpés vivants. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les animaux sont mis dans des barquettes, emmenés dans des supermarchés. Et dans les supermarchés, qu'est-ce qui se passe? C'est que la moitié va être jetée à la poubelle parce que ça va être périmé. Donc là, je ne suis pas en train de faire un discours en disant tout le monde doit devenir végétarien, parce que je ne suis absolument pas quelqu'un de, comment on dit, d'excessif, comment on dit, extrémiste. L'idée, c'est de trouver un juste milieu pour que tout le monde se sente bien. On travaille beaucoup dans des fermes de vaches laitières dans la région d'Annecy, parce qu'ils se sont donné le bouche à oreille, et à chaque fois que des humains parlent entre eux, ils veulent se former à la communication animale, parce qu'ils ressentent ce besoin aujourd'hui de savoir ce que pensent leurs vaches, et de mettre en place des choses pour leur bien-être. En fait, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse trouver des solutions pour avancer ensemble, dans des conditions qui soient acceptables pour tout le monde, et en demandant toujours l'avis de l'autre. Quand on est dans une ferme de vaches laitières, pour l'avoir expérimenté il y a encore une dizaine de jours, on a communiqué avec les vaches. Elles n'étaient pas 50 à nous dire je ne veux pas être là, je veux pas aller à l'abattoir. C'est pas ça le discours. Le discours, c'est voilà ce dont j'ai besoin là maintenant pour arrêter de glisser sur le sol parce que c'est trop court pour moi. Donc elles ont demandé des tapis antidérapants par exemple. Ensuite, elles ont demandé, même pendant la période hivernale, d'aller se dégourdir les jambes dans les prés, même s'il y a de la neige, etc. Donc la réponse de l'éleveur, c'est de nous dire mais on ne peut pas les mettre dans le pré parce que la lactation va baisser. Mais nous, on sait ça. On sait qu'on doit prendre en compte l'humain parce que c'est son travail. Et on ne peut pas lui dire ouais, vous êtes ci, vous êtes ça, c'est pas le but. Le but, c'est de trouver un accord commun. Et les animaux nous suggèrent toujours une chose, que ce soit les animaux d'élevage, sauvages ou domestiques, zéro jugement. Parce que si on commence à juger ce que fait l'autre, forcément on rentre dans le conflit et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Donc quand on écoute les animaux, ils ne se plaignent jamais. Jamais. Ils ne jugent jamais. Ils sont toujours dans la bienveillance et ils proposent toujours des solutions. Donc quand on va communiquer avec eux, à la fin d'une communication, on va toujours faire un petit résumé en disant voilà ce que votre animal demande que vous mettiez en place. Voilà ce qu'il vous suggère, de façon très très claire. En fait, les animaux, ils nous amènent aussi à sortir de tout ce que l'on croit. Par exemple, je vais sortir des vaches. Vous voyez un border collie? À quoi ça ressemble? Le border collie, il est considéré comme un chien de berger. Donc on considère en tant qu'être humain qu'on va prendre un border collie, qu'il va falloir faire ci avec lui, il va falloir faire ça. Puis le border collie, on communique avec lui, il dit moi j'adore mon canapé rouge. J'adore être sur ce canapé. Pour lui, c'est important d'être chez lui avec ses humains. Aller courir dans la campagne, ce border collie-là, ça ne fait pas partie de ses gènes. Et puis on a un Yorkshire. Le Yorkshire qui est considéré comme un chien de canapé, un chien de sac à main. Lui, il n'a qu'une envie, c'est d'aller courir dans la pampa et d'aller trifouiller plein de choses. Et lui, il peut être un chien de berger. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. C'est que ce n'est pas parce qu'un animal ressemble à un autre qu'il va avoir le même fonctionnement. Et ça m'amène à vous dire que chaque animal a sa personnalité, comme nous. On est tous différents. Sauf que nous, physiquement, on a quand même peu de ressemblance en général, alors que les animaux, en fonction des races, ils ont plus de ressemblance. Et puis une vache marron, ça ressemble à une vache marron. Elle ne va pas du tout avoir les mêmes besoins et pas du tout raconter la même chose. Alors, quand on parle de dressage, ça dépend de ce qu'on met derrière. Si on dresse l'animal en le fracassant pour qu'il lève la patte, forcément, on est dans la maltraitance animale. Par contre, si on est dans l'éducation, et qu'on a un échange avec l'animal, que ce soit un chien ou un cheval, et qu'on éduque par exemple un petit chiot, le petit chiot a vraiment besoin de ça. Donc on va écouter ses besoins, mais en plus on va lui donner des limites. C'est comme les humains, on a besoin de limites, sinon on ferait n'importe quoi. Donc c'est une approche complètement différente. Par exemple, il y a des personnes qui font je reviens au border collie, je vais faire une petite fixation toute la soirée. Il y a des gens qui font de l'agility avec les border collies. L'agility, c'est des jeux d'obstacles pour les animaux, et il peut y avoir pour les chiens, il peut y avoir des concours. Et pour avoir communiqué avec des border collies qui font ça, il y en a qui ont dit ça c'est génial, mais ils s'éclatent, ils adorent ça, et d'autres qui disent non mais moi il faut arrêter parce que j'ai pas l'esprit de compétition par exemple. Et mon humaine m'impose ça, mais de toute façon je le fais que pour lui faire plaisir. Et là où c'est intéressant, c'est que l'animal peut montrer qu'il le fait pour faire plaisir, l'humain va dire « mais elle s'éclate » ou « il s'éclate ». En fait, pas du tout. Donc ça veut dire que si on se base uniquement sur ce qu'on voit avec nos yeux et qu'on l'interprète, ça veut dire qu'on va faire quelque chose à l'animal, alors que lui, c'est pas son truc. Il n'a pas envie de gagner, lui. Il a juste envie d'être peinard, sur son canapé rouge. Vous avez l'image de Droopy en tête?
You know what, I'm happy, avec des yeux comme ça. C'est un peu ça parfois dans les communications, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'animal est triste, et au fond de lui, il est extrêmement joyeux, il a beaucoup de joie. On a des animaux qui peuvent être extrêmement agressifs, et au fond d'eux, extrêmement aimants. Mais ils développent une agressivité, tout simplement parce qu'ils ont décidé de montrer quelque chose dans le cadre de leur mission aux humains. Et parce qu'ils sont entendus, et que l'humain a décidé de mettre en place, parce qu'il a certainement quelque chose à régler lui-même, au fond de lui, dans son inconscient, et qu'il le fait, l'animal, il arrête, du jour au lendemain. Parce qu'il est entendu. Pour aller jusqu'au bout de votre question, on prend par exemple des chevaux de course à Cagnes sur Mer, à l'hippodrome. Pour y être allé dans des écuries, j'ai une qui m'a marqué en particulier, il y avait 12 chevaux. Et sur les 12 chevaux, le type qui était responsable de l'écurie, il était en dépôt de bilan parce que les chevaux ne gagnaient pas. Donc il m'a fait venir, j'ai communiqué avec les 12 chevaux. Sur les 12, il y en a 9 qui étaient OK pour continuer à faire des courses. Derrière, ça veut dire entraînement, ça veut dire qu'ils sont dans un box H24, en dehors des courses. Ça veut dire que c'est vraiment une situation c'est vraiment une grosse pression pour eux. Mais 9 étaient OK. Nous, en tant qu'êtres humains, on aurait dit « Ouais, ils les font courir, ils les maltraitent, Mais il y en a 9 qui étaient d'accord. Il y en a 3 qui ne l'étaient pas. Et il y en a une, entre autres, une jument, qui disait « Moi, en fait, je suis parfaitement capable de gagner. » C'est pas qu'elle n'avait pas envie. C'est que tu étais une jument qui avait besoin, elle demandait d'aller au pré régulièrement. Et elle disait « Tu vois, toi, mon humain, tu vas dans ton pré régulièrement. Tu en as besoin, c'est ça qui te ressource, c'est ça qui est bon pour toi. » Déjà, la jument, elle lui disait « Vas-y plus souvent. » Parce que c'est ça qui te fait du bien, alors qu'il était toujours à fond en train de courir, alors que c'est là qu'il se ressourçait. Et en fait, quand j'ai traduit ça à l'humain, il m'a dit, mais si elle veut aller au pré, à ce moment-là, elle n'a qu'à gagner. Sinon, je ne l'emmène pas au pré. Donc, rassurez-vous, le monsieur, ça lui a pris un peu de temps. Mais vous savez, on ne peut pas sortir quelqu'un de ses croyances comme ça en 2 secondes. Lui, il avait son fonctionnement avec ses chevaux de course, il fallait que ce soit comme ça. Mais après, il a... comment on dit Cogité. Ouais, cogité. Et puis, il a emmené la jument au pré. Et le samedi suivant, elle a gagné aux courses. Donc, déjà, lui, il avait besoin, quelque part, de preuves aussi de ce qui avait été dit par tous ces animaux. Et puis, une fois qu'il a vu, après, il a tout mis en place, évidemment. On intervient, par exemple, aussi avec les chiens de traîneau. Certains chiens disent moi j'ai pas envie d'être à droite, pas envie d'être à gauche, j'ai pas envie d'être en tête, j'ai pas envie d'être à côté de celui-ci ou pas parce qu'on s'entend pas, c'est pas qu'on s'entend pas, c'est qu'on n'arrive pas à y aller ensemble et voilà, donc ça permet de repositionner les chiens et que tout le monde se sente bien en fait. Voilà. Et là pourtant on est aussi dans un esprit de compétition. Est-ce que vous appréhendez pourquoi tout à l'heure je vous ai dit qu'on est des humains et que eux ce sont des animaux? Vous voyez une pyramide? Quand on est le maître d'un chien, d'un chat ou d'un cheval, on est en haut de la pyramide. Vous voyez? Ça veut dire qu'on se positionne en étant le maître de l'animal, donc supérieur. Qu'on le veuille ou non, le mot maître, ça nous met en haut d'une pyramide. C'est comme ça, dans l'énergie, ça fonctionne comme ça. Les animaux, il y a des années, je leur ai dit, mais comment vous voulez qu'on s'appelle? Et je leur ai dit, parce que j'ai entendu un propriétaire, alors gardien, compagnon, non, je ne suis pas ton mari, je ne suis pas ta femme. Non. Donc comment tu veux que je t'appelle? Et ils m'ont simplement alors ça c'est vraiment les animaux, ils sont toujours très simples. Ils ont dit, vous êtes des humains, on est des animaux. C'est pour ça que je sais que ça vous a fait rire tout à l'heure quand j'ai dit les humains et les animaux. Vous verrez, au bout d'un moment, on prend l'habitude, on ne s'en rend même plus compte. Et quand on téléphone, on a un humain, mais on a aussi l'animal. Et l'animal va nous transmettre les mêmes informations. Enfin, c'est tellement naturel, tellement naturel. Alors c'est là justement où les animaux nous demandent de vivre dans un cercle en famille où chacun va avoir sa place. Et c'est pour ça que quand ils s'expriment, donc comment c'est votre prénom? Dominique. Voilà, Dominique nous dit je suis distributeur de croquettes. Donc là en pensant que l'animal va uniquement manger, dormir. Quand l'animal dort, il a un taf de fou. Pourquoi? Parce que c'est là où il va capter les émotions de ses humains, il va capter les sentiments, les états d'âme, tout ce qui se passe chez l'être humain, pour pouvoir le soulager. Je rigole parce que mon chien, quand il dort, il est comme ça. J'ai l'impression qu'il dort vraiment. Eh oui, eh oui. Donc, en faisant ça, donc, leur but, c'est de réaliser la mission pour laquelle ils sont là et de nous soulager.
et de partager même une maladie, de partager tout ce que l'on vit. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, ce sera certainement plus clair pour vous dans 2 minutes. On a, tous les êtres humains, un cerveau, et le cerveau émet des ondes cérébrales. Ces ondes cérébrales sont calculées en Hertz. Quand on est en mode d'éveil tel que vous êtes là, on a des Hertz qui vont être supérieurs à 13 Hertz. Après, on peut y avoir des états de vigilance avec des Hertz plus importants, et ensuite, au moment de s'endormir, on va avoir des Hertz de moins en moins importantes. Et il y a un état qui est entre 7 et 13 Hertz, qui s'appelle le mode alpha. Ce mode-là, il correspond chez l'être humain à une relaxation légère. Chez l'animal, le cerveau émet toujours des ondes entre 7 à 13 Hertz. Même quand il est comme ça. Qu'il soit en train de jouer, en train de dormir, en train de faire n'importe quoi, il émet toujours des ondes entre 7 et 13 Hertz. Donc nous, Comment ? Il n'y a pas d'autres variations au-dessus ? Non, c'est toujours entre 7 à 13 Hertz. Donc ça veut dire que nous, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur la même onde que lui. Donc on va se mettre en relaxation légère. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Donc on est tranquille. Vous imaginez quand même que les animaux, en faisant ça, ils suggèrent à l'être humain de se... Merci, exactement. Une fois qu'on est en mode alpha, automatiquement, notre cerveau qui est composé de 2 hémisphères principaux, c'est-à-dire le droit et le gauche, automatiquement, ça actionne notre cerveau droit. Et notre cerveau droit, c'est le cerveau des émotions, des sentiments, de la créativité et des perceptions sensorielles. Donc notre cerveau droit, il va capter des informations qui vont nous arriver avec nos 5 sens. Donc on fait son marché. Le 6e, c'est le ressenti et l'intuition. Donc on fait notre marché, on prend toutes les infos. Ensuite, on sort du mode alpha en tant qu'être humain, on revient en mode état d'éveil, donc en mode bêta, et là, c'est notre cerveau gauche qui se remet en place automatiquement. Il n'y a rien à faire, c'est un ordinateur. Et comme il se remet en place, le cerveau gauche, c'est le cerveau du rationnel, c'est le cerveau de l'écriture, etc. C'est lui qui va traduire avec des mots toutes les informations qu'on a reçues avec nos perceptions sensorielles. C'est pour ça que, ça va, c'est facile, hein ? C'est pour ça que pendant les premières heures du stage d'initiation, vous allez vous reconnecter à la télépathie. Je vous le disais tout à l'heure, on l'a tous à la naissance, sans exception. Simplement, c'est parti un peu dans les oubliettes. Et une fois que vous êtes reconnecté, donc on a juste un scalpel pour ça. C'est mon rôle d'ailleurs. Et une fois que vous êtes reconnecté à la télépathie, vous allez commencer par faire un premier exercice qui consiste à savoir comment est-ce que vous fonctionnez. Comment vous, personnellement, vous recevez les informations par télépathie. Donc il y en a qui vont recevoir des images, d'autres qui vont avoir des sons, d'autres qui vont avoir des ressentis physiques, d'autres qui vont avoir avec la truffe, d'autres qui vont avoir des intuitions, des ressentis, enfin plein de choses. Et une fois que vous savez comment vous fonctionnez, là on peut faire d'autres exercices pour savoir comment vous allez ressentir les émotions qui viennent de l'animal. Comment ça va. Et petit à petit comme ça, en faisant plein de petits exercices les uns après les autres, vous commencez à recevoir une information, 2 informations, 3 informations. Et c'est là où l'humain qui a un mental, ce que n'ont pas les animaux, l'animal ne peut pas se poser des millions de questions en 2 secondes. Mais le mental humain, il va dire « Ouais, est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est moi qui invente ? Est-ce que c'est mon imaginaire ? Etc. » Donc la solution, c'est quoi ? C'est que vous êtes à plusieurs à faire le même exercice avec le même animal. Et vous vous rendez compte que la voisine, elle va dire la même chose que l'autre voisine, qui veut dire la même chose, simplement avec des mots différents. Et là, vous allez commencer à vous dire, si elle dit la même chose, c'est quand même qu'il y a un truc. Et petit à petit, ça se construit comme ça. L'être humain, il a besoin de preuves. C'est comme ça. Donc, petit à petit, au fur et à mesure du stage, vous allez avoir la preuve que vous avez vraiment communiqué avec un animal. Et puis après, vous allez avoir ça d'infos. Et puis, l'exercice suivant, vous allez avoir ça. Et dès le dimanche, où vous allez communiquer avec les animaux des autres participants et eux avec le vôtre, ou pas. Si vous n'avez pas d'animaux, vous êtes aussi les bienvenus. Il y a plein de gens qui viennent qui n'ont pas d'animaux. Ils ont juste entendu parler de ce qui se passe dans les stages, ils viennent quand même. Et même ceux qui n'ont pas d'animaux vont communiquer avec les animaux des autres. Et là, vous allez recevoir les informations. Et puis, plus on pratique et plus ça devient fluide. À un moment donné, ce qui s'est passé pour Florent, pour Adrien, pour Aurélia,
c'est que le cerveau, vous faites ça et vous vous mettez en mode alpha. Et donc, ils n'ont plus besoin d'avoir une image et de la traduire, ça se fait automatiquement. Et ça, vous vous rendez compte de la rapidité? On pratique pendant un an et demi, on est capable de faire ça. C'est impressionnant ce qu'on est capable de faire les êtres humains, sans avoir de dons. C'est comme le magnétisme. On a un stage qui dure 4 jours, qui s'appelle « Comment soulager les animaux avec les mains ». Comment, ici, réveiller le magnétisme qu'on a dans les mains? C'est pareil, on l'a tous, sans exception. Après, ce qui est important, c'est de le faire, j'ai envie de dire, dans les règles de l'art. Donc, de se réapproprier ça. C'est-à-dire qu'on a un cheval, s'il a une infection, alors ça s'appelle une fourbure, par exemple, dans un sabot, si on lui envoie trop d'énergie, le sabot, il pète. Donc, on se fait toujours pareil, on fait plein de choses extraordinaires, mais on ne fait pas n'importe quoi. D'où l'éthique que l'on a pour la communication animale, d'où la charte de déontologie qu'on a pour le magnétisme. 1h30, 2 heures, parce qu'on va aller en profondeur. Parce qu'au départ, on a quelques informations. Si par exemple on est visuel et qu'on n'obtient que des images, on va recevoir des images qu'on va pouvoir avoir tendance à interpréter. Je donne un exemple. Pendant une communication, vous recevez une image de pizza. Parce que tout peut arriver en fait. Tout peut arriver. C'est complètement... tout est possible en communication animale. Vous recevez une image de pizza. Instinctivement, on va se dire, nous et mentalement, il aime la pizza, ou peut-être je mange trop de pizza. Et puis finalement, on gratte, et puis il va nous expliquer, écoute, t'es pas très bien dans ta vie, monte un food truck de pizza et change de vie. Parce qu'il va nous expliquer certaines choses comme ça, aussi profondes. Pourquoi? Parce qu'il a ressenti nos émotions, et il a ressenti ce qui est bon. Pourquoi? Parce qu'il a accès à notre inconscient. Tout simplement, on peut en parler, hein. Il a accès à notre âme, tout simplement. Alors, en fait, le chien, comme tous les animaux domestiques, va être en mission avec un des humains du foyer. Et c'est là où, quand on entend ce qu'il dit, il va nous dire, je suis en mission, par exemple, avec tel humain. Mais c'est pas celui... comment je fais la phrase, là? C'est pas forcément celui avec qui il est tout le temps, voilà, avec qui il réagit tout le temps. Parce qu'il peut être constamment collé à quelqu'un et la personne va dire instinctivement c'est mon chien. D'ailleurs, on vient souvent nous voir en disant c'est mon chien, c'est pas celui de mon conjoint ou celui de mes enfants. Et en fait, dans la communication, on a l'information comme quoi la mission n'est pas du tout avec cette personne, elle est avec l'autre personne, avec le conjoint. Il lui fait ressentir certaines choses. Par contre, il vient se recharger avec cette personne. Donc, il est constamment avec elle. Ah, il vient se recharger avec l'autre humain. Et c'est pour ça qu'on a le sentiment qu'il est toujours avec nous. Et il aime tous les membres de la famille de la même manière. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, quand on est dans une famille, on a besoin de l'accord de tout le monde et que tout le monde réponde oui à toutes les questions du code éthique, parce que sinon, au départ, nous on prend la communication, on ne sait pas avec qui il est en mission, on va le savoir après. Et si on a quelqu'un qui, par exemple, nous dit non mais moi je vous appelle, mais mon mari ou ma femme, ça lui il n'y croit pas, on ne fera pas la communication. Parce que derrière, on a cette conscience de savoir qu'il peut y avoir une conséquence pour l'animal et pour les humains qui vivent avec. L'animal, on va l'écouter. Nous, on a notre responsabilité, on s'engage auprès de l'animal à écouter tout ce qu'il a besoin d'exprimer. Et derrière, il sait très bien que nous, on a ce code éthique, etc. Et que derrière, les humains vont mettre en place tout ce qu'il va demander. Pour lui, pour l'animal et pour tous les êtres humains. Donc ça veut dire que derrière, la frustration, elle est énorme. Je vais vous prendre un exemple, on va sortir de votre exemple, je vais en prendre un autre, ce sera moins émotionnel. Marine-et-Land. Hein, on prend Marine-et-Land. Vous êtes d'accord que là-bas, les animaux, ils sont dans des bassines pendant toute leur vie. En tant que communicateur animalier, je peux communiquer avec Willy et lui dire « Salut Willy, je communique avec toi, j'entends ce que tu dis, de quoi tu as besoin, etc. » Sauf que moi, je n'ai pas l'accord du directeur de Marine-et-Land. Et que derrière, il ne va rien se passer. Personne ne va rien mettre en place. Et que Willy, il va rester dans sa bassine. Donc, ma responsabilité, elle est qui est décisionnaire pour l'animal? Qui est décisionnaire pour l'animal à Marine-et-Land? Bien essayé, Carole. J'adore. Et c'est la même chose dans une association de protection animale. On ne va pas communiquer avec tous les animaux, parce que qui est décisionnaire pour dire tel animal, il a besoin d'un endroit plus vaste, etc. C'est le ou la responsable de l'association de la protection animale. Donc là, j'ai pris un exemple plus vaste. Dans une famille, l'animal, il va toujours s'adresser à tout le monde, et en particulier avec celui qui est en mission.
Si c'est un chien et qu'il parle de... Comment il s'appelle? Non, pas le Ilou, s'il parle de Fabrice, ça veut dire... Ben, vous vivez avec votre mari. Non, mais c'est super important. C'est très, très important. Parce que derrière, il peut y avoir des conséquences. Et que ces conséquences-là, on est obligé de dire non à un moment donné parce que ça ne marche pas, quoi. Mais pour le bien-être de l'animal et de l'humain, hein. C'est pas moi, un jour, je me suis dit, ouais, je vais faire chier tout le monde, je vais créer un code éthique. Ça ne s'est pas passé comme ça du tout, Carole. Ça s'est passé parce qu'un jour, il y a très très longtemps, j'étais en stage, il y a un monsieur qui est venu avec la photo d'un chat. Et c'était un des premiers stages que j'ai fait. Et ce chat, donc on prend les coordonnées, c'était le chat de sa fille. Lui, il vit dans le sud, sa fille vivait à Paris. Et le chat a commencé à exprimer des choses en expliquant que sa fille vit avec une autre fille et qu'elle est en couple depuis quelques années. Le père n'était pas au courant. Donc il a appris des choses, moi ça ne me regardait pas, le père ça ne le regardait pas, s'il y a quelqu'un qui devait lui annoncer, c'était sa fille. Donc ça veut dire que si on sort de ce code éthique, derrière, ça a des conséquences pour les humains et pour les animaux. Et comme moi, je veux le bien-être de tout le monde, je ne peux pas faire n'importe quoi. Est-ce que c'est un peu plus clair, Carole? Non, c'est pas clair. Il y a un élément aussi pour rapprocher, oui, c'est en lien juste pour rapprocher ce qui a été dit tout à l'heure aussi, c'est que tant qu'on n'a pas commencé la communication, on ne sait pas du tout avec qui l'animal est en mission. Parce que ce qui a été dit, ce qui a été évoqué là, c'est qu'il peut être tout à fait très proche de vous, mais être en mission avec votre mari. Et si on ne délivre pas le message et que ce ne soit pas entendu, là, effectivement, comme disait Shaina, on peut créer de la frustration. Donc, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas le faire. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous, en tant que communicateurs animaliers, mais Shaina et moi, et puis tous ceux qui sont formés aussi, on a un peu aussi la mission de faire passer le message des animaux. Et on a à cœur que des personnes qui soient sceptiques, comme je l'étais moi, au départ, parce que mon chien, oui, c'était mon chien. Mais quand il m'a expliqué ce que je devais vivre et surtout ce qu'il fallait que j'arrête de vivre, je peux vous assurer que c'est une remise en question qui est plus qu'énorme. Et à ce moment-là, c'est vrai que je peux me faire le porte-parole de ça, c'est-à-dire qu'on peut être très fermé, ou en tout cas énormément aimer les animaux, mais pas se rendre compte que ce qu'il peut y avoir derrière. Et quand on fait la séance, on a souvent des personnes qui nous disent je ne voulais pas y assister, et puis la fois suivante, c'est le conjoint qui appelle pour avoir une communication. Et parce qu'il a vécu quelque chose qui est juste magique. Voilà. Alors on a deux solutions par rapport à ça, Carole. Non mais c'est important, ça intéresse tout le monde, Carole. La première solution, c'est qu'on a fait ensemble une vidéo qui est sur la chaîne YouTube, où on intervient tous les deux pour expliquer ce qu'est la communication animale. Et quand les hommes voient un homme parler communication animale, ça leur donne plus envie d'écouter, parce qu'il y a des tas de choses qui se passent en communication animale, comme dans d'autres métiers, où parfois il y a des discours où on peut se dire et c'est normal, et c'est normal. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, Carole, c'est qu'on s'appelle et que Florent discute avec lui au téléphone. Et il y a encore une troisième possibilité que j'avais oubliée, c'est que ce soit Florent qui fasse la séance. J'adore. Ouais, c'est Florent qui peut prendre le rendez-vous et faire la séance avec votre animal. Parce que comme c'est un homme qui va s'adresser à un autre homme, ça peut être différent comme approche. En fait, les animaux, ils sont heureux. Est-ce que les êtres humains, ils sont heureux? Ça, c'est moins sûr. En fait, c'est juste ça la question. Donc les animaux, ils vont parler de tout. Ils vont parler de choses très heureuses, on dit, très heureuses, et puis de choses à faire évoluer. Par contre, ce soit bien ok, ils vont pas se plaindre, ils vont pas nous dire ouais t'es fait ci, rien, jamais, ça fonctionne pas du tout pour les animaux. Donc dans une communication, on va beaucoup rire, on va beaucoup pleurer, on va beaucoup s'émotionner, il va se passer plein de choses et qui sont super importantes pour eux d'exprimer. On fait une communication, on a une première séance de communication, quand l'animal ne s'est jamais exprimé, il va exprimer pourquoi il est là, il va dire tout ce qu'il a sur le cœur. Mais après, c'est du quotidien.
Donc c'est du quotidien, est-ce que tu es content de venir avec nous ce week-end? Est-ce que tu as envie de rester toute seule ce week-end? Est-ce que là je pars pour la journée, est-ce que tu viens avec moi? Enfin, voilà, tu as envie de manger quoi? Enfin, c'est du quotidien comme avec ses enfants, comme avec sa famille. Mais au départ, il va exprimer quelque chose de plus profond, pourquoi il est là. Une fois qu'il est entendu, ben, la vie c'est cool et c'est une vie familiale. Quand quelqu'un nous appelle pour une séance, on ne va pas mettre la personne en mode alpha, bien évidemment. Par contre, tout le monde est formé pour transmettre les messages d'une certaine manière, qui va être très accompagnante pour tous les êtres humains du foyer, justement parce qu'on fait extrêmement attention au message que transmet l'animal, parce que ça peut être extrêmement profond. Et donc, on a une manière de le faire. C'est pour ça que je parlais du stage tout à l'heure de 6 jours, qui permet aux humains d'apprendre à transmettre tout ce que dit l'animal d'une certaine manière, puisqu'on a un objectif derrière, c'est que le ou les humains passent à l'action. Donc tout ça, comment est-ce qu'on peut les y amener petit à petit, avec douceur, avec bienveillance, et traduire ce que dit l'animal, tout ça, enfin, c'est très accompagnant, hein, parce que ça peut être... j'ai déjà récupéré des humains qui ont fait des communications avec d'autres personnes, qui ont été choqués, parce que justement, il n'y avait pas cet accompagnement, donc on se doit d'être vigilant. Ensuite, dans les stages, c'est toujours pareil, c'est très accompagnant, très bienveillant et très progressif. Donc on ne va pas donner la photo d'un animal à un humain sans rien faire avant, en lui disant « tu ressens quoi sur cet animal ?» Et dis-le à l'autre. Il va dire « ton animal est en train de me dire que tu dois te faire soigner ». Tout est possible, hein, quand on est entre êtres humains, on a un mental, on interprète, tout est possible. Donc tout ça, bien évidemment, qu'on prend soin de tous les participants, de tous les animaux, mais également de tous les humains des foyers qui ne sont pas présents. Et nous, ça veut dire que tous les deux, et puis les humains qui sont aussi présents dans les stages, les humains qui sont dans le parcours, à chaque fois, on explique à l'animal où on est, ce que l'on fait, qu'on va, là tout à l'heure, ce qu'on va faire avec vos animaux, on va écouter ce qu'ils disent, mais on leur dit, là je ne peux pas t'écouter pendant 1h30. Mais nous, on prend ces précautions-là. Pour moi, c'est extrêmement important qu'on soit en totale sécurité, animale et humain. Donc on prend toutes les précautions. D'où le code éthique. Voilà. Donc je reviens au code éthique. Quand on communique avec un animal, on va poser la première question à tous les membres du foyer. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on communique avec l'animal? En général, tout le monde dit oui. La deuxième question, on va d'abord expliquer que l'animal, il peut parler de lui, ça, et qu'il va parler de tous les humains avec lesquels il vit, ça, et qu'il peut raconter des choses très personnelles. Et à ce moment-là, la question, ça va être, est-ce que vous êtes prêt à entendre ce que va dire votre animal? Oui? Ouais. Et la troisième question, est-ce que vous êtes tous prêts à mettre en place tout ce que va demander votre animal pour lui et pour vous? Donc, je disais tout à l'heure, ce code éthique, je l'ai écrit parce que, en formant des humains, je me suis aperçue des déviances qu'il pouvait y avoir derrière. Et les déviances, elles ne sont pas envisageables. Parce que derrière, il y a des conséquences. Il y a des conséquences pour l'animal et pour l'humain. Donc, à force d'expérience, après, j'ai fait évidemment des milliers de communications, évidemment qu'à un moment donné, on ne peut plus dire oui comme ça, et en conscience, là, non, on ne peut pas faire la communication parce que tous les humains ne sont pas OK, en fait. Donc, les solutions, on en a, même au téléphone, hein, quand il y a quelqu'un qui peut être récalcitrant, je demande de parler au mari, ou alors je propose de regarder la vidéo dont je vous parlais, mais on ne la fera pas si tout le monde n'est pas OK, tout le monde n'est pas présent. Autre raison, c'est que si l'animal nous parle de la personne qui n'est pas là, on a par exemple l'humaine qui va être présente, qui va dire à son mari ce que l'animal a dit, avec ses filtres à elle, et c'est pas ce que dit l'animal, lui il a dit en direct des choses. Donc si c'est pas traduit fidèlement, on n'est plus dans la pensée animale, on est dans la pensée humaine. Alors c'est pas l'objet, c'est pas l'objet. Vous pouvez faire deux choses. La première, échanger de l'amour. C'est trop d'amour. Et la deuxième, c'est que vous allez demander au chat, est-ce que tu vis avec un être humain? Si l'animal dit oui, effectivement, vous êtes obligé d'arrêter. Et si l'animal dit non, vous pouvez communiquer avec lui. Il y a des animaux sauvages aussi, hein. Enfin, des chats errants en fait. Alors les chats, c'est quand même très particulier parce qu'ils peuvent avoir l'air très bien nourris et puis ils vont manger dans 3-4 gamelles. Oui. Mais nous, on a un chat à la maison, franchement, à la maison, il mange très peu. Et il est en très bonne...
Ça va, hein? Et pourtant, il est en mission avec Florent. Donc... Pour m'expliquer qu'il faut que je mange moins. Donc, vous avez complètement raison, on ne peut pas communiquer avec tous les animaux comme ça, mais il y a quand même moyen. Et en plus, j'arrive tout de suite, après le stage d'initiation, vous avez accès, vous recevez par mail une boîte à outils avec tous les protocoles, et vous avez accès gratuitement à un groupe de pratique. Chut. Et je termine juste ma phrase. Et dans ce groupe de pratique, vous pouvez faire des communications tous les jours. Donc vous pouvez vous entraîner. Avec l'accord de l'entraîneur. Non, vous n'avez pas besoin parce que là, c'est la personne qui demande la communication qui est responsable du code éthique. Puisque ce n'est pas vous qui avez fait la demande, vous êtes juste là pour faire la communication pour cette personne-là qui va rendre compte aux humains qui vivent avec l'animal. Oui. Je vais répondre à votre question. Juste à votre question, effectivement. T'as entendu la question, mais elle n'a pas dit. Oui, si, elle a dit, mais on pourrait demander s'ils ont une mission par rapport à madame. Mais on va d'abord leur demander s'ils ont des humains. Parce que s'ils commencent à nous parler de la mission des autres humains, ça ne nous regarde pas. Donc on lui pose cette question-là. Non, non. Et la deuxième chose, vous pouvez venir vous former parce que la communication animale ne se limite pas aux animaux domestiques. Elle peut aller aussi avec les animaux sauvages. Et quand vous allez vous balader dans la nature, vous allez voir que quand on sort du stage, il y a des phénomènes qui se passent, puisque les animaux savent que vous êtes capable de parler. Donc ils viennent vous voir, notamment les animaux sauvages. Comme une mouche, par exemple. Voilà. Et vous allez vous retrouver face à une biche, face à un sanglier. Regardez sur le site ou sur la chaîne YouTube. Premier jour du déconfinement, on va se promener aux Issambres et d'un seul coup, on voit des sangliers qui étaient dans une pompe à essence. Il n'y avait personne, puis il n'y avait pas un humain qui Prenez de l'essence. Voilà, ils étaient là, ils fouillaient dans les poubelles et tout. Et puis on est descendu, on s'est posé, les sangliers sont venus là, on les a filmés. Ils étaient là et on a communiqué avec eux. Tout simplement. Et on en a des dizaines et des dizaines d'histoires comme ça. Encore une, voyons. Vous avez en partie répondu. En fait, je me demandais comment on communiquait avec les animaux sauvages, puisqu'on ne pouvait pas leur demander, on ne pouvait pas demander à leur humain de... Ah ben non, là, il n'y a pas de code Voilà. éthique. Là, on peut faire tout ce Là, qu'on c'est veut. libre. C'est ça. Oui. C'est libre. D'ailleurs, quand ils viennent vous voir, c'est parce que souvent, ils ont quelque chose à vous exprimer. Donc, au contraire, là, la discussion est libre. Et là, les sangliers, Ils ont de l'essence pour leur voiture. Bah, c'est ça. Non, mais ils nous parlaient... Ils avaient un camion parce qu'ils avaient toute la famille. C'est assez étonnant parce que la pompe essence, elle est sur la plage, hein, c'est aux Issambres, elle est quasiment sur la plage. Et les sangliers, ils nous ont parlé de cette liberté qu'ils avaient parce que ils se posaient aussi des questions. Mais vous êtes où, tous les humains, tout ça? Ils se sont posés ces questions-là. Donc eux, ils avaient cette liberté-là. Ils venaient fouiller dans les poubelles. Ils nous exprimaient simplement leur questionnement. Comme les vaches laitières, elles nous ont expliqué, mais qu'est-ce que vous faites de notre lait, quoi? Et oui. Donc, ça a été expliqué, ça leur a été expliqué. Mais la douleur, en fait, c'est ce qui amène des comportements de dingue chez les animaux. Pourquoi un animal va mordre? Parce qu'il a mal aussi, par exemple. Donc il va se défendre. C'est vraiment... Faut oublier qu'au-delà de tout ce qu'on dit, il y a aussi le côté physiologique, je peux le dire? Oui, physiologique. Physiologique, c'est pas ce mot-là que je veux dire. Physique. Non, c'est que les animaux peuvent aussi avoir des réactions vives. Épidermique. En fonction de... Ouais, je cherche un mot, je ne sais pas lequel. Et ils peuvent aussi réagir ou surréagir. Par contre, derrière, ils ne vont pas calculer en disant « Ouais, je vais le mordre lui, je vais l'emmerder parce qu'il a bougé un papier sur mon bureau ». Ils ne vont pas faire...